Bonjour et bienvenue sur YouTalks, le podcast qui parle de vulgarisation scientifique sur Internet et particulièrement sur YouTube. Donc aujourd'hui, on a Léo et moi-même, Viviane, et on va parler de l'algorithme de YouTube, cette boîte mystérieuse. Allez, on y va. Banzai. Donc moi, les informations que j'ai, elles viennent d'une conférence à laquelle j'ai assisté, donc dont on parlera peut-être un jour. Et finalement, en fait, c'est un petit peu de la rétro-ingénierie, les informations qu'on a sur l'algorithme, parce que c'est une intelligence artificielle. Et donc une intelligence artificielle, même pour les concepteurs, ça reste une boîte noire, la façon dont ça fonctionne. Mais il y a quand même quelques petites choses qu'on sait, qu'on peut retirer, et où même YouTube communique un petit peu dessus d'ailleurs. Donc les informations qui étaient données dans cette conférence, c'était sur, c'est ça, les métriques qui sont utilisées en fait pour ranker une vidéo, pour déterminer laquelle sera le plus mise en avant. Ouais. Donc, dans ça, la plus importante, et même YouTube communique dessus, c'est le watch time, donc le temps qu'on passe à regarder les vidéos. Et c'est développé en 4 sous-sections. Donc, la première, c'est la session start. Donc, quand est-ce qu'on commence la session? Est-ce que tu veux en dire un mot là-dessus ou... Alors, session start, explique-moi vraiment le truc, c'est que quand est-ce que toi, en tant qu'utilisateur, tu vas tomber sur la vidéo, c'est ça? Alors, non, en fait, c'est pas du tout ça. C'est plutôt le fait que si... toi, en tant qu'utilisateur, tu commences à aller sur YouTube grâce à une vidéo. Ouais, d'accord. Cette vidéo, elle sera mieux rankée par YouTube parce qu'ils considèrent que cette vidéo fait venir les gens sur ma plateforme et donc c'est un bon signal. D'accord, donc si on veut être mis en avant par YouTube, il faut faire des vidéos qui attirent les gens sur YouTube. Exactement. Okay. Puis c'est aussi l'intérêt aussi d'avoir une mailing list parce que du coup, les gens commencent leur session sur YouTube par ta vidéo à toi. Ouais. Donc il y a un intérêt aussi à venir faire en sorte que les gens viennent directement sur ta vidéo. Oui, enfin mailing list ou n'importe quel autre réseau Facebook, social. Twitter. D'avoir un autre réseau social qui marche à côté. Ouais, ça ça fait du sens. Le deuxième, c'est le session duration, donc le temps qu'on passe sur YouTube. Ouais. Puis ça, c'est peu importe que ce soit notre vidéo ou pas. C'est-à-dire que si notre vidéo amène à d'autres vidéos et que donc au total, l'utilisateur a passé plus de temps sur YouTube, c'est un point positif même pour nous, pour notre vidéo. Le troisième, c'est le session end, donc quand est-ce qu'on quitte YouTube. Ouais. Et donc si on quitte YouTube avec notre vidéo, c'est pas bon signe. Ça c'est... Mais tu sens la logique. Il y a une logique de il faut que les gens passent un maximum de temps sur YouTube et il faut pas être la vidéo qui les fait quitter YouTube. Le problème, c'est que une vision comme ça prend pas du tout en compte, par exemple, les vidéos qui sont tellement bien que t'as plus envie de regarder quoi que ce soit d'autre derrière, parce qu'il y a plus rien qui est au même niveau. Ou le fait, je sais pas, il y a plein de gens qui regardent des vidéos de réconfort ou des trucs comme ça, et c'est ou la vidéo juste avant d'aller se coucher, forcément la dernière avant d'aller sur YouTube. Donc toutes ces vidéos-là sont pénalisées, alors que justement elles sont excellentes et elles ont un énorme impact sur les gens. C'est un peu dommage. Bon, c'est un peu le problème de faire un algorithme pour quantifier un truc qui est extrêmement diversifié. C'est ça. Ouais. Ils sont obligés d'essayer de prendre des métriques les plus objectives possibles, alors que par définition, l'objectivité n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment rechercher. Quoi. Surtout sur un truc qui est dans l'ordre de l'affect, quoi. Enfin, la vidéo, c'est vraiment l'affect. Donc, ok. D'accord. Donc ça, c'est les 4 sont les 4 un petit peu métriques. Ah non, il manque upload frequency, donc la fréquence à laquelle on met en ligne les vidéos. Ouais. Et parce que moi, mon interprétation, c'est que on a grandi avec un programme télé aussi. Et le programme télé, il avait des émissions toutes les semaines à une certaine heure. Et finalement, sur YouTube, on va reproduire exactement le même schéma. On dit toujours à quelle heure on va poster parce qu'on veut que ces gens-là viennent pour faire des start sessions, pour commencer leur session sur YouTube, pour envoyer un message positif à YouTube. Ok, moi j'ai pas du tout ce sentiment-là. Sur ma chaîne, j'ai jamais donné de rendez-vous depuis YouTube vers YouTube. Genre, je le fais sur Facebook. Genre, je dis aux gens, demain il y aura une vidéo. Ou je dis sur Twitter, pareil. Mais sur YouTube, je dis jamais, à la fin d'une de mes vidéos, la prochaine vidéo sera à ce moment-là. Jamais, ça m'arrive jamais, parce que je peux pas le savoir, en fait. Je l'ai même pas monté, en général, tu vois. Je suis en flux tendu. Mais j'ai l'impression que les visiteurs sont vraiment opportunistes. Ils viennent parce qu'ils ont vu qu'il y avait une vidéo dans leur flux. Ils se disent, tiens, une vidéo de Dirty Biology, j'ai envie de la regarder. Pas tellement à cause du rendez-vous. Mais peut-être que ça marcherait mieux.
Si t'avais un... Peut-être, c'est pas impossible, ouais, tout à fait. Ouais. Moi, il y a un autre truc, c'est cette histoire de fréquence d'upload. Quand tu regardes, il y a d'autres vulgarisateurs qui postent très souvent. Je pense à Ben qui fait Nota Bene, ou Cyrus qui fait Cyrus North. Ils ont tous les deux tenté à un moment, et même ils le font encore moins, mais ils le font encore, de vraiment avoir une grosse fréquence d'upload. Et j'ai pas l'impression que ça a été... comment dire, ils ont fourni 4 fois plus d'efforts, ils ont fait 4 fois plus de vidéos, et j'ai pas l'impression qu'ils aient eu 4 fois plus de croissance, que ce soit d'abonnés ou de vues. Parce que j'ai l'impression que dans la vulgarisation, qui est vraiment un domaine très spécifique, aux règles très spécifiques, les gens saturent, tout bêtement. Tu peux pas regarder 20 vidéos de vulgarisation par mois, c'est pas possible, à moins que tu sois vraiment à fond, mais sinon les gens, ils en regardent 5-6, je pense, tu vois, en moyenne. Ils ont 5-6 créateurs, une vidéo par mois, par créateur, et puis voilà, tu vois. Je pense que si tu fais 4 vidéos, elles seront pas toutes regardées. J'ai le sentiment inverse. Ok. Parce que j'ai fait... il y a eu une période vers juin, juillet, quelque chose comme ça, où j'ai posté pas mal de vidéos, peut-être 1 ou 2 semaines. Et dans cette période-là, j'ai pris 10 000 abonnés, ce qui pour moi est énorme. Ouais. Et sans qu'il y ait vraiment de retweets, ça a vraiment été organique. Okay. Et donc, moi, au contraire, quand j'ai augmenté la fréquence, que je suis pas capable de maintenir maintenant, mais j'ai vu une vraie différence dans la capacité de croissance. On peut passer à un autre point qui était donné dans cette conférence. Donc vraiment c'est de la rétro-ingénierie. Hein. C'est pas YouTube qui communique là-dessus. La dernière fois que YouTube a communiqué, c'était en septembre 2016. Ils ont publié un papier scientifique qui s'appelait Deep Neural Network for YouTube Recommendation, qui est donc un papier destiné à des scientifiques, pas du tout destiné aux YouTubeurs. Et c'est leur dernière communication. Donc vraiment tout ce qu'on dit là sont des choses qui ont été comprises, mais où on n'a pas forcément des sources vraiment dures pour affirmer tout ce qu'on a fait. D'ailleurs, on peut juste dire un truc là-dessus sur le fait que YouTube communique pas. C'est que ça fait c'est complètement sensé en fait de leur part de pas communiquer, parce que si mettons qu'ils disaient au grand public il faut faire ci ou ça pour être mis en avant, tout le monde le ferait, et au final ce serait plus un jeu intéressant. Enfin, ce serait tout le monde connaît les règles, tout le monde sait comment optimiser. Donc ils ont tout intérêt à garder cette boîte noire comme ça là. C'est clair. Et d'ailleurs c'était marrant parce qu'il y a eu un moment où tous les vidéastes demandaient des pouces bleus en début de vidéo et demandaient de mettre un max de commentaires, parce que il y avait cette idée, alors je sais pas du tout d'où elle venait, si elle avait été certifiée ou pas, je crois pas, que plus il y avait d'engagement sur les vidéos, plus elles étaient mises en avant. Ce qui est pas aberrant non plus de penser que... C'est pas aberrant que c'est pu être une métrique, mais en fait qui a dit ça? Enfin, c'est-à-dire, est-ce que c'est une communication officielle? Pas que je sache. C'est vraiment genre une superstition qui s'est répandue comme ça. Et c'est parce que les gens étaient persuadés que ça mettait en avant un truc, et ça a été une vraie mode. Donc on peut se dire, imagine si en plus ils faisaient une communication officielle, ça serait la folie, quoi. Tout le monde ferait la même chose. Non, c'est logique. C'est censé, ouais, c'est censé. Donc un autre point qui conseillait, c'était de faire un seul type de contenu, parce que si y a un tiers de notre audience qui vient pour un DIY de fabrication de table, un tiers pour des tutos cuisine, et un tiers pour du vlog, ça veut dire que potentiellement à chaque upload de vidéo, on n'a que 30% de notre audience qui est 33% de notre audience qui est intéressée. Donc ça ils en parlaient aussi. Quelque part ça encourage à faire des chaînes secondaires quand t'as un autre concept complètement différent à proposer, quoi. Okay. Mais on voit la multiplication de chaînes secondaires aussi qui marche pas. Ouais. Parce qu'on peut pas tout faire dans un certain temps donné non plus. Non, et puis même des fois les gens ils sont pas intéressés par... Des fois on a nous un truc qui intéresse les gens dans un domaine précis, et c'est pas nous qui sommes incroyablement talentueux, c'est juste ce qu'on fait dans ce domaine-là qui est intéressant. Et je pense des fois en tant que créateur, on a un peu tendance à s'oublier en se disant ah ok, donc quoi que je fasse ça marche, donc je vais tenter d'autres trucs, et puis en fait c'est un énorme échec. Tu dis ah oui, en fait non, c'était ça qui les intéressait, ça spécifiquement. Ça te remet à ta place. Mais il y a pas mal de créateurs qui ont fait des chaînes secondaires qui marchent pas top, quoi. Autre chose, il parlait des métadatas. Donc ça va être toutes les informations qui sont liées à la vidéo. Donc ça inclut le titre, la description, les tags, ce genre de choses. Et ils avaient l'air de dire que les tags ne servent à rien pour le ranking, mais par contre, ils servent à YouTube pour comprendre de quoi la vidéo parle. D'accord. Donc c'est-à-dire pour mieux cibler, que si quelqu'un tape petit chat mignon,
eh bien, ça va vraiment être une vidéo qui parle de petits chats mignons. Ouais. Et donc, il donnait l'exemple de... donc, la conférence était à VidCon et en Europe. Donc, il disait il valait mieux mettre VidCon Europe, VidCon 2017, VidCon YouTube, plutôt que de mettre VidCon Europe 2017 et YouTube. Okay. Parce que comme ça, l'algorithme comprenait que ça parlait de VidCon et c'était lui le mot le plus important de tous. Okay. Et après, c'était des spécifications Europe 2017, YouTube. D'accord. Okay. Donc, c'est ça qu'ils avaient l'air de conseiller. Ils conseillaient aussi dans la description de répéter au moins 20 fois les mots-clés, que le titre soit vraiment bien pensé pour les mots-clés. D'utiliser Google Trends pour les mots-clés, pour les titres. Donc, sur Google Trends, on est capable de faire la distinction entre DIY et bricolage et lequel des deux mots va être le plus pertinent pour certains pays. Donc, pour choisir quel va être le mot le plus recherché, en fait. D'accord. Ouais. Donc, on peut optimiser son titre de cette façon-là. D'accord. Et après, il faut surtout pas changer ses métadatas dans les 48 premières heures, parce que sinon, l'algo, il comprend plus de quoi la vidéo parle. Donc, ça marche pas bien. Que les 24 à 48 premières heures après l'upload, sont les heures qui comptent le plus pour faire des vues. Okay. Passé ça, on rentre dans ce qu'ils appellent le cimetière de YouTube. Ouais, ça se voit. Ça se voit, hein. On a un gros... Ah bah oui, les vues, c'est un pic premier jour, ça tombe à la moitié, et puis après c'est ça. Après c'est la baseline, quoi. Il y a vraiment une ligne de fond, en fait. Chaque vidéo a une sorte de roulement, alors elles roulent pas toutes à la même vitesse, il y a une vidéo qui marche vraiment bien, elle continue de marcher mieux que les autres, au roulement général, mais c'est assez fréquent, par exemple, que tu sors une vidéo, et son roulement moyen, c'est-à-dire elle fait 500 vues par jour, 1000 vues par jour, et ben il est plus bas qu'une plus vieille vidéo qui elle a un plus gros roulement, qui fonctionne comme ça. Ouais. Mais du coup, d'avoir ce pic aussi, donc c'est les 24 à 48 premières heures qui comptent, mais ça pousse du coup les créateurs aussi à dire rendez-vous à tel jour, à telle heure. Sûr. Puis donc on rentre dans un cercle où on est vraiment comme à la télé avec un programme télé où le mardi à 18h j'ai tel programme, ce genre de choses. Ouais, puis ça pousse à uploader régulièrement. Après, encore une fois, moi je pense que dans la vulgarisation on est un peu différent parce qu'on a des contraintes différentes, puis il y a aussi cette espèce d'avantage de la rareté qui fait que quand ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu, typiquement tu vois Antoine Daniel, il sort un épisode tous les ans, enfin il faisait ça avant, quand il faisait les What the Cut, il sort le What the Cut, et c'est pendant une semaine, tu vois, parce que c'est un truc rare, donc les gens vraiment se jettent dessus. Nous, je pense que c'est un peu la même chose à une plus petite échelle, parce que on sort de temps en temps un documentaire, et là, boum, tu vois, les gens attendaient ça comme un événement. Mais il faut créer l'événement, ça veut dire qu'avant, il faut qu'il y ait rien. Si on poste en permanence, tu vois, tu shitpost, tu fais du vlog, machin, puis après tu sors ton documentaire, il ressort pas, quoi. Ouais, c'est le contraste, comme toujours, qui crée C'est le contraste qui crée le truc, ouais. Non, il n'y a pas de fin à cette phrase. Non, mais j'étais en train de chercher une blague avec le désir ou la jouissance, mais en fait, c'était de la merde. Non, ok. Ouais, c'était vraiment de la merde. C'est dommage. Ouais, c'est ballot. C'est dommage. Okay. Dernier point, forcément, si c'est le début qui compte, ça veut dire qu'il faut avoir un titre super accrocheur, une miniature super accrocheuse. Pour la miniature, il faut se rappeler qu'on lit de haut en bas et de gauche à droite. Donc les informations en haut à gauche sont les informations qui sont vues en premier. Une action pas terminée aussi, il conseillait ça. Donc si on a quelqu'un qui envoie un ballon de basketball dans un panier, il vaut mieux arrêter l'image juste avant que le ballon rentre dans le panier plutôt qu'une fois que le ballon est rentré dans le panier. C'est assez fou, mais... c'est ouf ça. Et puis, la flèche rouge. La flèche rouge, vas-y. Le fait de pointer, en fait, mais c'est un peu la même chose, c'est que ça engage la personne qui regarde la miniature et qui se dit « Oh, il se passe un truc ». Et la flèche, elle fait « Il se passe un truc là ». Donc les gens vont chercher dans la zone de l'image qu'est-ce qui se passe, et s'ils le trouvent pas, c'est assez souvent qu'il y a des gens qui font des miniatures où je sais pas, tu vois, t'as un chien comme ça et puis il flèche rouge dessus, tu dis mais il a quoi ce chien, il faut absolument que je clique pour savoir tu vois. Et ouais, c'est un peu les mêmes mécanismes, c'est un petite astuce. Malgré nous, on est attiré par ce genre de choses. Après, le problème, et moi c'est ça que je reproche aux miniatures, c'est que du coup elles se ressemblent toutes. C'est que tout le monde fait la même chose, tout le monde se copie, et c'est normal de copier les choses qui marchent, mais du coup il y a un moment où tu te dis ça serait presque intéressant d'aller dans le contraste, c'est-à-dire si tout le monde fait des miniatures très colorées, tu fais une miniature noir et blanc très sobre,
si tout le monde fait des grosses images partout, toi tu fais juste un machin au centre de l'image. Tu vois, moi j'avais fait ça pour une miniature qui s'appelle la vidéo s'appelle Faut-il tout tuer, c'est juste un crâne. Et ça marche parce que finalement au milieu de toutes ces miniatures très bariolées et tout, t'as juste un crâne dans un carré blanc. Ok, c'est con, tu vois. Et effectivement ça avait marché. Et je pense que c'est aussi ça, créer un contraste, pas forcément jouer sur les mêmes règles que tout le monde. Tout à fait. Et pas surcharger avec du texte et tout, parce que sinon c'est illisible. T'allais dire quoi? Parce que je t'ai coupé et t'avais... Ouais, la dernière chose que j'allais dire, c'était le fait que l'humain aime l'humain, et c'est pour ça qu'on voit tous les gens mettre de leur figure sur les miniatures. Et puis, moi je me fais dire sans arrêt, mets ton visage sur les miniatures, avec une émotion, je déteste ça, alors je le fais des fois, un peu toujours à contre-cœur, mais j'ai horreur de ça. Et les émotions fortes. Les émotions fortes, ouais. Mais après, si tu te sens pas de le faire, le fais pas, parce que ça sonnera faux si tu le fais. Y a un autre argument au fait de mettre son visage, c'est que ça permet de savoir que c'est une vidéo de toi. Oui. Tu vois. Et là, les gens, ils regardent la miniature, ils font ah oui, c'est vrai que c'est cette chaîne-là qui parle de physique, machin, qui c'est une meuf qui parle de physique basiquement. Tu vois. D'ailleurs, on me l'a souvent dit pour me dire, mais comme ça, je reconnais que c'est tes vidéos à toi. Parce que c'est vrai qu'une miniature où il n'y a pas de personne, bah, c'est vite neutre, vite inintéressant, parce qu'elle n'est pas incarnée, quoi. Puis YouTube est très incarné comme type de contenu. C'est un média très centré sur les créateurs. Effectivement. Eh bien, moi, on a fait le tour des différents points que je voulais parler pour l'algorithme, dont je voulais parler pour l'algorithme YouTube. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Ouais, je pense qu'on pourra faire d'autres vidéos sur l'algorithme de YouTube. Parce qu'il y a c'est vraiment trucs à dire. Ouais, c'est très large. Très large. Ouais. C'est le cours 101. C'est ça. YouTube 101. Ouais, parce que effectivement, il y a plein de trucs sur comment être suggéré, tout ça, comment être découvrable. Voilà. Mais effectivement, on a pas mal fait le tour. Et il y a un truc très, très important à retenir, c'est que oui, les miniatures et le titre, c'est, on va dire, la dernière heure de travail sur une vidéo, mais c'est peut-être l'heure la plus importante du boulot. Il faut trouver la bonne miniature. Moi, ça m'est déjà arrivé de repousser une sortie de vidéo parce que j'avais pas la bonne miniature. Parce que je trouvais pas d'idée, en fait, et que faut prendre le temps. Hein, parce que si tu prends pas le temps, en fait, ta vidéo, elle va pas être vue. Typiquement, une miniature que je regrette énormément, c'est la miniature de la vidéo sur les vagins, qui est illisible. Je suis là, je fais une gueule bizarre, mais en fait, tu sais pas ce qu'il y a en fond. Du coup, la miniature, elle marche pas. Ce qu'il y a en fond, c'est des vagins, mais ça se voit pas. Elle est nulle, cette miniature. Et je pense que ça s'est senti sur les vues, hein, vraiment. Bon, tant pis. Une autre fois. Ouais. Mais tu vois, c'était 2 mois de boulot de cette vidéo-là. 2 mois de boulot, et j'ai foiré la sortie parce que j'ai mis la miniature à l'arrache, quoi. Ouais, donc il faut vraiment faire gaffe. Ah ouais, faut vraiment faire gaffe. Plus jamais je m'y reprendrai à faire ce genre de truc, quoi. Vraiment, faut vraiment faire attention. Faites attention aux miniatures. Faites attention. C'est le mot de la fin? C'est le mot de la fin. Okay. On se retrouve la prochaine fois. Bye. Faudrait qu'on travaille nos fins de podcast. Ouais, ça va? Ok. On a qu'à dire ça comme ça.